Daniel, bienvenue à cette troisième capsule pour le projet Sa vie LGBTQ+. Donc, merci d'avoir accepté de venir partager encore une fois avec nous tes connaissances et tes réflexions sur l'immigration et le droit d'asile des personnes LGBTQ en Europe plus spécifiquement. On va parler du cas de l'Europe, on va parler un petit peu aussi d'un cas au Québec. Cette troisième capsule se fait dans le cadre du projet Sa vie LGBTQ sur les savoirs, sur l'inclusion et l'exclusion des personnes LGBTQ. Donc, tu es collaborateur sur le projet de Sa vie. Tu es aussi juriste et membre du laboratoire d'études sur le genre à l'Université de Paris 7 et tu es aussi chercheur associé au CERSA-CNRS de Paris 2. Donc, tu t'es récemment intéressé aux droits liés à l'immigration et aux droits d'asile pour les personnes LGBTQ+. Quels sont les enjeux auxquels font face les personnes LGBTQ+, immigrantes ou qui demandent le droit d'asile en Europe et plus spécifiquement en France? Bien, il faut que bon, il y a quelque chose qui est commune à nous, à la fois en Europe, au Canada ou enfin au niveau international, parce que ce sont des pays qui sont signataires de la Convention de Genève pour le droit d'asile. Le droit d'asile est une vieille institution occidentale qui naît en Grèce, enfin, et qui est quand même qui honore en fait toutes ces valeurs dont je parlais, de droits de l'homme, des droits fondamentaux, et le fait qu'il y avait des espaces inviolables où la personne qui risquait sa vie ou qui risquait son intégrité pouvait demander refuge. Donc la notion d'asile, c'est le refuge, et c'est de notre honneur en fait de pouvoir encore dans nos constitutions avoir des concepts comme le droit d'asile, le statut des réfugiés, c'est-à-dire que une personne qui risque sa vie ou qui risque son intégrité physique puisse demander de se voir protégée et pouvoir avoir un espace dans le monde dans lequel cette personne puisse mener une vie normale et enfin, s'épanouir et se développer. Enfin, cette notion en fait d'asile était traditionnellement liée aux questions de persécution religieuse au départ et puis de persécution politique. Mais pendant longtemps, on n'a pas considéré que les persécutions liées aux questions des genres ou d'orientation sexuelle étaient considérées comme des catégories susceptibles de protection. Quand on prend donc la Convention de Genève, qui est l'instrument international qui permet de donner ces droits d'asile aux requérants, aux demandeurs, hommes ou femmes, hétérosexuels, homosexuels, ça va. Mais il n'y avait pas, donc c'était en quelque sorte la Convention est sexuellement neutre puisque on n'avait pas pensé à l'époque, donc à la fin des années 40, on n'avait pas pensé, dans les années 50, on a pensé plutôt aux persécutés pour des raisons politiques ou des raisons religieuses. Mais ils sont laissés quand même une porte ouverte parce que dans toutes les catégories, persécution religieuse, persécution pour des raisons d'appartenance à une ethnie, à une opinion politique, etc., il y avait un certain groupe social. Enfin, à la fin, c'est aucune personne qui pourrait appartenir à un certain groupe social. Et c'est grâce à cette ouverture dans la liste des catégories susceptibles de trouver un droit d'asile que la jurisprudence nationale et puis internationale et européenne a pu inclure les personnes LGBT. En particulier, au départ en France, c'était une personne transidentitaire algérienne qui risquait sa vie du fait d'avoir changé des genres en Algérie et que les autorités françaises ont décidé, donc à la fin des années 90, de leur donner le statut de réfugiés. Mais c'était par rapport à cette idée de appartenance à un certain groupe social. Donc, tu vois bien, il n'y a pas une explicitation juridique de dire on va accepter qu'il y ait une persécution LGBT. Non, c'était juste une interprétation des juges, mais enfin, cela a permis qu'il y ait aujourd'hui toute une pratique institutionnelle au niveau national, au niveau européen, au niveau international, pour que l'on puisse considérer qu'il y ait des personnes qui sont persécutées en raison de leur sexualité. Et quand je dis orientation sexuelle, c'est déjà un peu connoté parce que moi, je vois dans toutes les études et tous les travaux qu'on fait avec les agents du droit d'asile, c'est que la notion d'orientation sexuelle ou d'homosexualité ou la notion de gay ou lesbienne, enfin, c'est des notions qui sont très occidentales. Et souvent, dans les pays d'origine où il y a une persécution, il n'y a pas une identité gay ou une identité lesbienne, une identité trans, comme chez nous. Et ça pose problème parce qu'il y a parfois des malentendus, d'une part parce que les juges vont soupçonner la personne qui ne rentre pas dans ce que eux pensent comme étant quelqu'un de LGBT.
et la manière dans laquelle on va mener les enquêtes et tout ça. Il y a toujours comme une sorte de soupçon de se dire c'est des faux homosexuels, de fausses lesbiennes qui viennent demander l'asile politique en Europe. Mais au fond, c'est des gens qui veulent en fait changer leur situation économique. Bon, ça, à la limite, pourquoi pas. Mais ça ne rentre pas dans la catégorie d'asile, de demander le statut de réfugié. Donc il y a un travail encore à faire. C'est vrai que depuis 2013, enfin, je parle de la France, parce que je ne connais pas la réalité d'autres pays, je connais bien la réalité française, c'est un peu la réalité de l'Espagne et de l'Italie, si tu veux, je peux en parler un petit peu, mais enfin, par rapport à la France, on voit que depuis 2013, il y a une augmentation constante des demandes de droit d'asile pour les personnes, enfin, qu'il y a des personnes LGBT supposées, enfin, parce qu'on n'est pas censé savoir si la personne est d'ailleurs, peu importe que la personne soit gay, lesbienne ou pas, en tout cas qu'elle est persécutée parce que l'on croit que la personne n'est pas dans la norme sexuelle dans les pays d'origine. Donc cette personne vient demander l'asile politique en alléguant qu'il y ait donc un risque de vie ou un risque d'intégrité physique si elle ou lui retourne au pays d'origine parce qu'il y aurait donc une persécution, une discrimination, une violence liée à son orientation sexuelle ou son identité des genres. Bien. Donc, c'est intéressant qu'il y ait cette évolution parce qu'en peu de temps, donc depuis 2013 jusqu'à aujourd'hui, on voit que le nombre de cas augmente. On ne sait pas combien parce qu'on ne peut pas faire en France un calcul à partir des données sensibles. Je n'ai pas pu avoir accès au nombre de demandes par rapport à, de même qu'on ne peut pas savoir combien de demandes de personnes musulmanes ou de personnes enfin, d'autres religions. On ne peut pas. On les a par rapport au sexe. On sait combien d'hommes, combien de femmes. Et puis après, on va déduire par rapport à l'octroi du statut. Et donc, on sait qu'il y a de plus en plus d'octroi des statuts de réfugiés aux personnes qui sont persécutées en raison de l'orientation sexuelle ou l'identité des genres. Bon, ce qui est important, c'est que ça implique un travail aussi d'effort de la part du juge et de la part des autorités de l'asile pour comprendre la situation dans les pays d'origine, c'est-à-dire une ouverture à ce qui se passe dans d'autres pays, une ouverture par rapport au fait que même des gens qui sont de bonne volonté puissent imaginer qu'il est évident qu'une personne LGBT dans des pays où l'homosexualité est punie, y compris avec la peine de mort, ne peut pas mener une vie comme chez nous. Ce n'est que, par exemple, la question de dissimuler son homosexualité. Donc, une personne qui a toute sa vie, pour sa survie, dissimulé son homosexualité, bien évidemment, quand elle arrive à cette personne en Europe, en France, on ne va pas lui reprocher le fait qu'il n'a pas assumé son homosexualité parce que c'est marié ou parce qu'il avait une double vie. Enfin, mais ça faisait partie de son stratégie vitale pour pouvoir survivre. Enfin, tu comprends. Bon. Et donc, il a fallu tout un travail pour que l'on puisse, au niveau européen et au niveau français, parce que c'est beaucoup aussi, ça vient beaucoup de l'Office européen pour l'asile, de pouvoir dépasser les stéréotypes, de pouvoir travailler sur toutes ces conceptions, d'imaginer que c'est difficile pour ces personnes de pouvoir parler déjà des sexualités. Dans le fait de ne pas pouvoir trop exprimer ce sentiment, sa vie privée, c'était perçu par l'instruction, enfin l'enquête, aussi bien au niveau du juge qu'au niveau de l'administration, c'était perçu comme un témoignage qui était faux, tu vois. C'était perçu comme un faux témoignage ou comme un récit de vie qui était pas conforme à la réalité, alors que ça n'avait rien à voir avec ça. Ça avait à voir au fait que la personne ne pouvait pas être très à l'aise pour parler des choses que pour nous, ça nous semble évident, de parler de sa sexualité, de son intimité, de par une différence culturelle. Le fait de pouvoir d'un coup être dans un pays où on ne persécute pas les homosexuels, et il y a des réflexes où on va en fait toujours considérer que l'autorité est homophobe, parce qu'ils viennent des pays très homophobes, enfin, et le juge ou l'agent de l'OFPRA en France est quand même un représentant de l'institution, de l'État. Et ce qui est aussi important, c'est de voir comment ces personnes essayent d'établir une stratégie pour convaincre le juge. Et pour convaincre le juge, l'autorité de l'asile en général, pour obtenir le statut de réfugié, c'est de dire comment je dois faire pour que je sois
pas seulement que je sois homosexuel ou que je le suis ou pas, mais enfin, mais pour que j'ai l'air de l'être. Et donc là, il y a aussi quelque chose qui est de l'ordre de, comment dire, d'une nécessité humaine, de se dire, moi j'arrive dans un pays où on s'est fait une représentation de l'homosexualité, si moi je ne corresponds pas à cette représentation, je n'aurai pas les statuts de réfugié, tu vois. Et donc parfois on va aussi reprocher aux gens de pouvoir un peu jouer à l'homosexuel, et on va les considérer que c'est pas authentique ou que c'est pas sincère. Eh bien, moi, je trouve que, bon, il faut tout un travail. Ce que j'avais dit aux défenseurs des droits et tout ce que j'ai pu faire avec mes enquêtes, c'était il faut faire un grand travail pour que l'instruction, c'est-à-dire l'administration et les juges, puissent vraiment avoir comment dire, une ouverture d'esprit, une ouverture épistémologique pour pouvoir comprendre ce que c'est que avoir une sexualité dissidente ou ne pas correspondre à les stéréotypes du genre, parce que parfois ce n'est pas des homosexuels, c'est simplement des gens qui ne correspondent pas aux stéréotypes du genre, hein, dans des pays où le fait de ne pas correspondre aux stéréotypes du genre mène au mariage forcé, mène à la prison et mène parfois à la peine de mort, dans les cas les plus dramatiques, tu vois. Et donc pour cela, je crois qu'on n'est pas très armé, en fait. D'un point de vue de même avec la plus grande bonne volonté, je trouve que parfois l'instruction en France n'est pas très armée parce qu'on a toujours, on attend toujours que l'homosexuel africain ou l'homosexuel qui vient d'un pays tiers correspond à notre image, à notre représentation de l'homosexualité. Justement, que bon, tu fais des enquêtes sur le sujet, tout ça. Donc, je crois comprendre que tu fais de la recherche aussi sur le sujet de l'immigration. Oui. Oui. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de tes recherches en cours puis des D'accord. objectifs que tu as? Bon, c'est une recherche un peu technique, mais enfin, je vais essayer de l'expliquer parce que je ne suis pas spécialiste du droit d'asile. Enfin, ça, je suis spécialiste du droit privé. Enfin, ça pourrait être étrange qu'un professeur de droit privé travaille sur une question qui est éminemment du droit public, des droits internationaux publics. Bon. Mais en fait, ce n'est pas du tout pour ça que le défenseur des droits m'a sollicité. C'est que moi, j'avais beaucoup travaillé sur la question de la preuve en matière de discrimination. Donc, je connais bien le droit de la procédure et surtout l'action de la preuve. Et on s'est aperçu qu'il y avait beaucoup de problèmes qui étaient liés justement à la question de la preuve, dès lors que dans la procédure de l'asile, on demandait la protection de l'asile ou le statut de réfugié en raison de l'orientation sexuelle. Et donc moi, je fais un travail qui est vraiment très technique et très circonscrit, mais qui va avoir, je pense, un impact un peu plus important que ça. Mais c'était quand même très circonscrit à la question de comment on construit la preuve concernant l'asile en raison de l'orientation sexuelle. Et dans la notion de construction de la preuve, je dis la manière dans laquelle la preuve elle est présentée par les requérants, la requérante, et aussi la manière où la preuve elle est reçue par les autorités, c'est-à-dire à la fois la construction et l'instruction. Et donc, à partir de ça, il y a tout un travail que je fais au sein de l'OFPRA, l'Office pour les apatrides et les réfugiés, qui c'est la première donc instance administrative qui va donner ou refuser ou nier le droit d'asile, et puis l'appel au niveau de la Cour nationale d'asile qui va revoir dans l'affaire si l'administration ne donne pas les statuts des réfugiés. Donc j'ai fait une enquête auprès de cette institution et surtout après au niveau de l'appel de la Cour nationale d'asile dans les audiences pour voir quel type de questions les juges posent, comment la personne se présente et en amont aussi le travail des associations. Donc on voit qu'il y a, quand on parle de récits de vie, je ne sais pas comment on dit ça chez vous, mais enfin, ici on parle que la question centrale c'est le récit de vie, que c'est quand même la manière dans laquelle la personne se présente devant les autorités de l'asile et raconte sa vie. Et donc, il y a un récit écrit en français, déjà qui pose beaucoup de problèmes parce que les gens ne parlent pas français, il faut qu'ils écrivent en français. Puis, déjà, il y a une idée du récit très linéaire. Et donc, il y a des personnes qui viennent des cultures où il n'y a pas cette linéarité temporelle. Donc, on ne peut pas tracer comme ça, comme chez nous, de manière cartésienne, sa vie qui serait reproduite, une écriture claire, comme ça. Bon. Donc, déjà, il y a toutes ces difficultés qui rencontrent déjà les associations.
Donc c'est pour ça qu'on a fait aussi un travail auprès des associations de défense des personnes LGBT qui travaillent sur le droit d'asile. Et déjà, j'ai assisté à beaucoup de rencontres parce que c'est les associations qui vont aider la personne à rédiger le récit de vie. Et donc, à mon avis, là, ça a commencé la preuve. Et là, on commence à voir les solutions et aussi les problèmes. Les solutions parce que ces personnes sont soutenues par une association. Le fait que la personne soit soutenue par une association rassure beaucoup aussi les autorités parce qu'ils vont se dire, bon, c'est quand même une personne c'est une vraie histoire. C'est pas une histoire montée de toutes pièces. S'il y a derrière une association agréée, une association sérieuse, on va être rassuré et peut-être on va obtenir l'asile. Hein. Mais on voit aussi que les associations, puisqu'ils ont un but qui est complètement pragmatique, et je comprends tout à fait, enfin, ce qu'ils veulent, c'est que la personne obtienne le droit d'asile. Donc les associations vont essayer que la personne rentre dans la logique occidentale. Tu vois ce que je veux dire? En fait, le récit soit un récit qui puisse coller à la représentation que les autorités de l'asile vont se faire de la persécution, que les autorités de l'asile vont se faire de l'orientation sexuelle, etc. Mais même parfois, les personnes évidemment ne résistent pas à ça parce qu'ils se disent s'il faut dire ça, on va les dire comme ça. Et donc on va construire donc un récit de toute bonne foi. Et après, quand on dit dans la première audience, enfin, laissez tomber le récit écrit. Moi, ce que je veux, c'est que vous me parliez, que vous me racontez votre histoire. Mais quand la personne commence à raconter l'histoire, ce n'est pas une histoire linéaire comme apparaît dans le récit écrit. Et c'est pour ça que moi, je me suis dit à un moment donné, je posais la question au niveau de l'institution et au niveau des associations, de dire est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux laisser tomber le récit écrit? Est-ce c'est peut-être mieux directement de laisser les personnes parler? Parce que finalement, ces récits écrits attachent la personne, parce qu'en plus, les demandeurs d'asile, quoique nous, on donne énormément d'importance à l'écrit, que nous, on est une société de l'écrit, alors que eux, grosso modo, c'est une société de l'oral. Et donc, on s'est dit, ben oui, mais dans la société comme la société occidentale, c'est très important l'écrit. Et ce que les gens font souvent, c'est apprendre par cœur l'écrit. Alors que c'est un écrit qui n'est pas la manifestation subjective d'une authenticité de leur vie vraiment profonde, c'est aidé par les associations, les militants, les assistants sociaux, enfin, tu vois? D'où le fait, justement, que c'est dit comme quoi que c'est pas authentique, voilà. Et que ça peut être, la preuve peut être rejetée. Voilà. Et donc, en fait, après, quand il y a l'audience, dans l'entretien avec l'officier de protection, eh bien, l'officier de protection va dire, mais arrêtez de me raconter par cœur ce que vous avez écrit. Et ça va être perçu comme faux, effectivement pas authentique. Alors que, au fond, la personne a tellement peur de ne pas être cohérent par rapport à ce qu'on lui a dit qu'il fallait vraiment dire, c'est pas que ce soit faux, mais que ça puisse coller à sa réalité vraiment, mais que ça puisse être entendu par les officiers de protection au niveau de l'administration, que tout écart, toute incohérence est assez rapidement considéré comme de la fraude. Et donc, on avait essayé de travailler beaucoup ces questions de la preuve, de comment elle est construite, de comment on fait l'instruction, de comment relativiser le récit de vie, de comment aussi mettre de côté tas d'autres indices, des témoignages, etc. Et tout ça, bon, bah, ça c'est un rapport que je rends aux défenseurs de droit. Et ça va être rendu public au moment où il y aura la levée de la quarantaine, enfin du confinement. Très bien. Si on parlait maintenant un peu de ILGA Europe. Donc, le 23 septembre dernier, ILGA Europe a publié un article sur l'invisibilité vécue par les demandeurs d'asile qui sont bisexuels en provenance de l'Iran. Il était rapporté que ces personnes vivent une triple invisibilisation, soit d'une part auprès de la communauté LGBTQ, comme on a dit, c'est un des concepts qui sont occidentaux, ensuite de la part de leur pays, donc dans ce cas-ci de l'Iran, et finalement de la part du système d'immigration qui les défavorise dans l'acceptation des demandes. Donc là, tout ça, tu nous en as déjà largement parlé, comparativement aux demandeurs d'asile gays et lesbiennes. Donc on se rend compte que les demandeurs bisexuels n'ont pas le même traitement. Puis ici, oui, au Québec, on a eu un cas similaire aussi l'été dernier. Donc, c'était l'histoire de Karim, donc c'est son pseudonyme, qui est un réfugié bisexuel guinéen qui a failli être expulsé du Québec, malgré le danger de mort auquel il faisait face dans son pays s'il retournait, comme sa bisexualité était connue. Donc, face à
Face à cette situation, quelles mesures juridiques pourraient être mises en place pour aider les réfugiés bisexuels qui sont déjà en plus invisibilisés dans le grand acronyme occidental LGBTQ+. Puis là, bon, ça rajoute cette barrière-là en plus quand vient le temps d'immigrer puis d'être réfugié. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Alors, c'est vrai que je n'ai pas vu un seul cas en France, et alors que j'ai rencontré des centaines et j'ai lu des centaines de dossiers, et j'ai assisté à des dizaines et des dizaines d'entretiens et d'audiences, que ce soit à la Cour ou à l'OFPRA, je n'ai jamais vu une seule personne qui a pu obtenir l'asile politique se disant bisexuelle. Alors que toutes les autorités, que ce soit au niveau de l'OFPRA ou de la Cour nationale d'asile, me disent que oui, 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 dès lors qu'on pense à la catégorie, donc un certain groupe social, on pense aux personnes LGBTQ, et que la bisexualité rentre donc en compte dès lors qu'on analyse. Bon, alors je me suis dit, soit il ment, parce que je n'ai jamais vu quelqu'un qui a obtenu l'asile en se déclarant bisexuel, soit il y a d'autres problèmes. Et je me suis dit, bon, qu'est-ce qui se passe au niveau des associations? Bon, il est vrai qu'au niveau des associations, par exemple, ouvertement, beaucoup d'associations, non pas beaucoup, 2 ou 3 associations des lesbiennes qui défendent les droits d'asile pour les lesbiennes m'ont dit, nous, on ne défend pas les personnes qui nous parlent de bisexualité. Nous, on défend les lesbiennes. Déjà, il y a ouvertement dans la pratique militante et d'assistante de l'association de dire, eh bien non, si la personne dit bisexuelle, pour nous, ce n'est pas une vraie lesbienne, donc on ne va pas prendre le dossier en main. Ça a été dit clairement par exemple d'associations, en tout cas par 3 associations, clairement, mais l'ont avoué que c'était comme ça. Bon, d'autres associations ne sont pas aussi radicales pour dire on ne va pas soutenir quelqu'un qui soit pas vraiment homosexuel, parce que c'est l'idée qu'un peu le bisexuel n'est pas un vrai homosexuel, enfin, tu vois déjà un peu de la représentation, mais au niveau des associations, hein, on n'est pas au niveau de l'instruction, je parle au niveau des associations. Je vois aussi qu'avec d'autres associations LGBT en France, il y a eu un peu l'idée de, écoutez, il vaut mieux ne pas trop mettre en avant la bisexualité, vous voyez, parce que ça pourrait être perçu par les autorités comme pas clair, enfin, vous voyez. Donc, quand il y avait, je voyais dans les entretiens pour préparer les dossiers, la personne qui parlait, j'étais marié, tout ça, elle me dit oui, mais parlez plutôt de mariage forcé. Non, j'aimais beaucoup mon mari. Et ben, vous savez, oui, mais vous aimiez, oui, oui, mais enfin, alors c'était un peu compliqué parce que c'est dire alors, mais si vous dites que vous êtes lesbienne, mais que vous avez beaucoup aimé votre mari et que tout s'est passé bien avec votre mari et tout ça, vos enfants, c'est comment vous expliquez après que vous étiez persécuté quand vous avez rencontré une femme, enfin, vous voyez. Donc, c'est pas clair, ça peut vous porter préjudice. Donc, il y a même déjà, si tu veux, de la part des gens de bonne volonté, un travail un peu de dire, ne mettez pas trop en avant la bisexualité. C'est pour ça que c'est intéressant, c'est ce qu'est dit l'ILGA, mais je crois que c'est pas seulement au niveau de l'instruction. Je pense que c'est même au niveau de la manière dans laquelle les gens sont accueillis dans les associations LGBT. Je parle pour la France, hein, pas du tout la situation au Canada. Donc il y a ça. Et puis il y a aussi la peur de la part du requérant ou de la requérante de dire je suis bisexuel, c'est-à-dire je suis à moitié homosexuel. Tu vois, c'était un peu perçu comme, eh bien, si vous êtes bisexuel, vivez votre partie hétéro, ouvertement, publiquement, mais après votre partie homo, si vous êtes bisexuel, quand même, c'est plus supportable enfin, qu'un vrai complètement gay ou complètement lesbienne. Tu vois ce que je veux dire? C'est que j'essaye de schématiser rapidement, de grossir un peu les traits, hein, mais c'est un peu cette idée-là qui émerge des audiences et des entretiens. Donc, qu'est-ce que vous auriez à conseiller un peu pour nous sortir de cette impasse-là concernant les réfugiés bisexuels? Moi, j'essaye de développer une qui est tout à fait. Je suis au début de ma réflexion sur ça, mais j'essaye, après tout ce que je fais, je me suis dit qu'il fallait peut-être sortir de la catégorie un certain groupe social pour faire de manière plus explicite les mariages forcés, les incisions, les persécutions des femmes en raison de leur genre, leur orientation sexuelle, toute une liste un peu plus explicite, bisexuelle et de compagnie, ou à me dire que finalement, que tout ça n'est pas tellement très important.
sur le plan de l'asile. Parce que je crois que la personne soit gay, lesbienne, bi ou supposée l'être, ce qui compte au fond, c'est le fait qu'il y a un risque de persécution. Et que je crois qu'il faut se focaliser davantage sur les risques de persécution que sur la catégorie. Parce qu'au fond, je me dis, mais finalement, un bisexuel assumé, c'est presque comme un acte politique dans un pays où il y a une telle homophobie et une telle absence d'acceptation de la bisexualité, enfin, tu vois. Donc peut-être que moi, juge de l'asile, je me dis, mais bon, ce type, finalement, malgré lui, il fait de la politique. C'est comme un militant politique et qui est persécuté par l'État en raison de sa dissidence. Après que ce soit une dissidence sexuelle, une dissidence religieuse ou une dissidence politique, bah, enfin, c'est pas. Donc, la preuve, pour moi, devrait porter moins sur la sexualité que sur la question du risque de persécution si la personne est renvoyée dans les pays de. C'est ça qui me préoccupe davantage. C'est le fait de voir qu'on renvoie des gens à des pays où ils risquent leur vie. Donc, dans le Et fond, si je comprends on bien, sait si bon. on mise sur le risque de persécution, alors on peut évaluer les personnes sur un même niveau, qu'ils soient bisexuels, lesbiennes, trans, Oui, oui, homosexuels. oui, ça. Et qu'au fond, l'appartenance à ces groupes sociaux, pour reprendre l'expression de l'article de la Convention de Genève, euh, enfin, la question, au fond, pour moi, au niveau de la preuve, c'est comment la personne qui persécute se représente ces dissidents sexuels. Parce que pour la persécution de la famille ou du groupe religieux dans des pays où la religion, des États qui ne sont pas laïques, enfin, tu vois, qu'il s'agisse d'un homme bi ou d'un homme gay, bah, c'est le même péché, enfin, c'est le même vice, c'est la même horreur. Donc, je veux dire, si on se met dans la tête du bourreau, enfin, du persécuteur, bah, à la limite, on ne devrait même pas faire cette distinction entre bi ou gay ou lesbienne. Enfin, c'est la dissidence sexuelle qui pose problème et qui expose l'individu à ces risques de persécution. Mm-hmm. Puis d'ailleurs, on a parlé un peu plus, là, en fait, si on évalue davantage le risque de persécution, ça c'est davantage sur un plan juridique, mais qu'est-ce que les mouvements de lutte contre l'homophobie ou les organismes communautaires, les associations pourraient faire pour mieux supporter les demandeurs, demandeuses d'asile LGBTQ, notamment les personnes bisexuelles qui vivent une grande invisibilité? Bon, moi je pense qu'il y a à la fois un travail du ministère des Affaires étrangères et du ministère de l'Intérieur, parce que la question de l'asile dépend souvent du ministère de l'Intérieur, mais la question des persécutions LGBT au niveau international, c'est du ressort du ministère des Affaires étrangères. Et donc moi je pense que, et c'est ça, en tout cas, le président Macron l'avait dit et l'avait inscrit dans sa politique étrangère, il avait dit que la question du genre et la question LGBT était une question majeure de sa politique internationale. Et en fait, il a donné donc l'ordre aux services consulaires et aux affaires étrangères qu'il y ait vraiment une sorte de présence de la défense des valeurs d'égalité, de non-discrimination, de reconnaissance de la diversité dans toutes les représentations françaises de partout dans le monde. Ça c'est l'affichage en tout cas, c'est dit comme ça, c'est institutionnel, c'est fait. Mais après, il faudrait que, par exemple, tout ça s'accompagne aussi des mesures ou des boycotts, parce que je ne vois pas trop, la France ne boycotte pas beaucoup. En tout cas, il y a un discours il faut lutter déjà au niveau du pays d'origine, c'est-à-dire faire changer la politique au niveau du pays d'origine. Bon, alors, moi, j'avais eu une discussion sur le fait de la dépénalisation de l'homosexualité au niveau international, qui était un combat de l'IDAO, enfin, je ne sais pas si tu te souviens, sur la journée pour la dépénalisation mondiale de l'homosexualité. Quand tu travailles sur l'asile, c'est vrai que ce n'est pas déterminant, enfin, ce n'est pas, comment dire, ça ne va pas automatiquement se faire s'il y a une pénalisation de l'homosexualité dans les pays d'origine. Mais ça aide beaucoup quand même le dossier, le fait qu'il y ait une pénalisation de l'homosexualité. Parce que quand même, c'est un dossier qui va être pris plus au sérieux par les autorités en France et en Europe.
Bon, puisqu'on dit, ben oui, il y a quand même le code pénal, il y a quand même une pratique policière, il y a des peines qui sont vraiment réelles. Donc, j'avais un peu peur que le fait de déclarer une dépénalisation comme ça, si après il y avait aussi des pratiques, tu vois, et qu'après on n'avait pas l'instrument au niveau international pour démontrer que ce pays était un pays homophobe qui persécutait les homosexuels parce qu'il n'y avait plus de loi, et mais qu'il y avait quand même une pratique policière, ça aurait été beaucoup plus difficile. Mais enfin, pour te dire à quel point ben, je suis d'accord pour qu'il y ait une dépénalisation universelle de l'homosexualité, de l'homosexualité et une pénalisation de l'homophobie, mais j'ai craint que les pays après, pour vouloir continuer à commercer avec l'Occident, vont dire ben, d'accord, on mettra plus ça dans les codes pénals, mais que les pratiques judiciaires et policières seront toujours les mêmes. Mhm. Personne va venir demander l'asile, on va lui dire mais non, dans votre pays, il n'y a pas de persécution. Voilà, il n'y a pas de persécution dans les codes pénals. Mais c'est pour ça qu'en droit européen, on l'a dit clairement, on ne doit pas regarder uniquement ce qu'est dit la loi, il faut regarder la pratique. Parce qu'il y a des pays où il y a une dépénalisation. Par exemple, on a donné l'asile politique à un garçon vénézuélien ou à un garçon brésilien, où c'est des pays qui reconnaissent les mariages pour tous. Enfin, tu vois. Au Brésil, le mariage est reconnu et l'homoparentalité, bon, au Venezuela aussi. Mais dans le dossier individuel en question, dans le quartier où ces personnes habitaient, dans la famille dans laquelle ces deux gays habitaient, à l'école où ils allaient, étaient victimes permanentes des persécutions familiales, des persécutions du voisinage, des persécutions scolaires, etc., etc. Très bien. Puis, ce serait une avant-dernière question. Je voulais qu'on parle un peu des différents systèmes d'oppression qui interfèrent avec la réalité de beaucoup d'immigrants et immigrantes LGBTQ+. Est-ce que tu pourrais nous expliquer comment les systèmes d'oppression, justement, de racisme, de sexisme et d'hétérosexisme sont imbriqués pour beaucoup de ces demandeurs d'asile? Oui, parce que au fait, par exemple, je me souviens d'une affaire où euh, on avait considéré qu'une femme demandait l'asile en raison de l'orientation sexuelle, elle était mariée. Bon, à la limite, on s'était dit, bon, elle est mariée, peut-être qu'elle est mariée de force, bon, d'accord, bon, mais elle est peut-être lesbienne quand même, même si elle était mariée. Bon, d'accord? Mais son problème, c'était qu'elle avait une allure très féminine. Et là, on revient encore à la question des stéréotypes de genre. C'est-à-dire que pour que la personne soit vraiment persécutée dans les pays d'origine, elle ne peut pas correspondre à l'image que l'opérateur de l'asile s'est fait de la victime. Et l'image que l'opérateur d'asile s'est fait de la victime lesbienne, c'est une femme avec une allure masculine. Tu vois. Donc tout ça, c'est comment déconstruire ces stéréotypes qui vont déterminer la qualité ou pas de statut de réfugié. Donc on voit que cette personne doit être victime peut-être d'une association de lesbiennes qui ne va pas vouloir la soutenir parce qu'elle est bisexuelle ou parce qu'elle était mariée ou parce qu'elle n'est pas suffisamment lesbienne, entre guillemets. À la fois, étant féminine, on va soupçonner qu'elle est vraiment mariée et qu'elle était vraiment hétéro, qu'elle avait aimé son mari, mais que maintenant, bon, bah, comme elle veut venir travailler en France, c'est mieux qu'elle se présente chez nous comme étant lesbienne. Elle va trouver une histoire qu'elle a eue avec une femme alors qu'elle n'a pas beaucoup d'importance dans sa vie ou dans son récit de vie. Et on voit là jouer tous les stéréotypes des genres et tous les stéréotypes finalement de la manière dans laquelle le juge euh, pense, les raisonnements juridiques, c'est ça, les raisonnements judiciaires. Enfin, j'essayais de rentrer dans la tête des juges. Et pour rentrer dans la tête des juges, donc il faut regarder beaucoup ces affaires et s'apercevoir à quel point, par exemple, euh, on va, je me souviens par exemple d'une affaire où on va se dire que comment est-ce possible qu'une personne qui s'est dit amoureuse d'un homme avec lequel il a vécu un certain nombre d'années puisse avoir fait un deuil aussi rapidement. Et donc, moi, j'essayais de comprendre. J'ai dit, mais la personne apparaît comme étant équilibrée, mais elle aurait dû se présenter comme une personne qui était encore dans les chagrins d'avoir perdu son amant.
Mais bon, mais la personne en question, j'ai regardé les dossiers, avait perdu son amant, son ami depuis un an. Mais je dis, mais combien d'amis de juges perdent leur femme et en un an, ils sont déjà remariés avec une vie nouvelle et tout. Ça leur pose absolument aucun problème. Mais le supposé donc persécuté en raison de son orientation sexuelle qui avait perdu son ami dans les pays d'origine doit avoir un chagrin devant le juge pendant des années pour montrer que vraiment il avait un sentiment et que c'était pas simplement une question souvent, par exemple, qu'on pense comme purement économique parce qu'on va considérer qu'il y a des garçons qui se prostituent pour avoir une meilleure vie. Puis qu'en est-il du système d'oppression du racisme? Bon, ça c'est plus compliqué parce que en fait, je crois que au niveau de l'asile, il y a quand même, en tout cas en France, je ne sais pas au Canada, mais 80% des demandes d'asile en France, c'est des demandeurs provenant de l'Afrique subsaharienne. Donc, je crois que enfin, si tu veux, comme les profils du demandeur, du requérant, c'est quand même l'Afrique subsaharienne, la représentation que le juge va se faire du demandeur moyen, c'est quand même quelqu'un de l'Afrique subsaharienne. Mais quand il y a quelqu'un qui vient de la Russie, par exemple, ou de l'Ukraine, qui est quelqu'un qui est blanc, qui parle parfois français, qui vient de la bourgeoisie, on a eu des cas, par exemple, comme ça, de demandeurs d'asile russes ou ukrainiens. C'est évident que c'était des gens qui avaient une éducation, enfin, voilà. Et donc là, il y avait une forme de classisme à l'inverse, enfin, en considérant que, en fait, ces personnes, au fond, voulaient venir travailler comme architectes ou plus tard intégrer les corps du ballet de l'Opéra de Paris, et qu'ils n'avaient rien à faire dans un office de demande d'asile, quoi. Tu vois? Donc, en fait, parfois, les stéréotypes raciaux rassurent le juge, parce que ça correspond à la victime. Alors que si la victime est blanche et bourgeoise et qui vient d'un pays où elle peut vivre en se cachant de par sa situation sociale, c'est un dossier qui va être beaucoup plus difficile à défendre. Tu vois? Ça revient encore à la vision binaire entre les pays occidentaux, les pays en développement, Voilà, cette idée-là qu'il y a des victimes et des dominants. voilà, c'est ça. Toujours la même idée et qu'on n'échappe pas à la domination, etc., etc. Mhm. Mais très bien, Daniel, ça fait le tour des questions sur le sujet. Mais merci beaucoup. Mais merci à toi.